je pense on peut commencer avec un tout petit peu de retard, mais c'est vrai que la séance a fini avec un tout petit peu de retard. Donc voilà, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir à nouveau Miquel Rueda. Je disais pendant la présentation que Miquel est devenu un ami, un incontournable du festival, puisque non seulement il a remporté le prix du premier film, de meilleur premier film, mais il est venu après à l'université, il avait déjà présenté un an de ses courts-métrages. Là maintenant il vient nous montrer son dernier film, le documentaire que vous venez de voir, Quinta Planta, et même son court-métrage Caminan, qui fait partie de la sélection Kimuac. Moi je dis souvent que il y a peut-être 3 ou même 4 générations de cinéastes basques. La 3e génération de cinéastes basques a été, je dirais, soutenue par les projets Kimuac de diffusion de meilleurs courts-métrages basques de l'année. Et Miquel fait partie de cette génération. Et je pense que c'est une génération marquée absolument par le talent de construire des images, et je pense que le débat va plus ou moins aller autour de ça. Donc voilà, sans plus, si vous avez déjà des questions, des commentaires à faire, Miquel est là pour répondre ou essayer de commenter. Et puis voilà, comme ça, je peux me taire et je lui passe la parole. No sé si quieres decir algo, Miquel, para romper el hielo. O... Que me sorprendo lo bien que entiendo francés. Ah, il est surpris, il comprend très bien le français. C'est peut-être parce que j'ai un petit accent, peut-être. Je ne sais pas. Bon. Non, c'est pour ti, hein. À l'époque, on me disait que c'était charmant. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais bon. Enfin, bref. Sans doute. Bon, ben voilà, c'est le moment. Pour les questions, je pense qu'il y a un micro quelque part. Voilà. Sinon, je peux commencer. Ah, Pablo a une question. Attention, ça peut être important. Lo voy a hacer en español. Me ha llamado la atención en la presentación de la película documental que has dicho un personnage du documentaire en lugar de una persona, un personaje. No sé si podías detallar un poco esa confusión, quizás. À la présentation, il a présenté John comme un personnage au lieu de dire une personne. Et il voudrait qu'il commente un petit peu cette peut-être confusion ou pas. Bueno, la confusión puede estar o no estar dependiendo del espectador que lo vea, supongo. John es una persona y a la vez puede ser un personaje, o es un personaje y a la vez puede ser una persona. La frontera es muy difusa y me gustaba jugar mucho a la hora de hacer el documental con esa frontera que no deja muy clara cuál es la línea que separa la realidad de la ficción, y no saber en todo momento si lo que estamos viendo forma parte de una ficción documentalizada o de un documental ficcionado. Bueno, es que creo que las fronteras están para eso, ¿no? Para pasarlas, para volver atrás, para jugar con ellas, porque al final de lo que se trata es el cine, o por lo menos el cine que a mí me gusta, intenta contar algo, intenta transmitir algo, intenta llevar una idea de un lado del emisor a otro lado, que es el receptor, y las herramientas son múltiples. Entonces, bueno, no sé, no te estoy respondiendo así como muy exactamente a tu pregunta, pero es que precisamente creo que lo bonito es eso, jugar con las fronteras. Alors, en fait, cette confusion, je pense qu'elle dépend aussi peut-être du spectateur en lui-même, la façon dont il peut percevoir John. Peut-être une personne qui sera à la fois un personnage ou un personnage qui sera à la fois une personne. Et c'est une frontière assez diffuse que j'aime bien finalement garder. Parce que j'aime bien cette idée qu'il y ait une ligne qui sépare certes la réalité et la fiction, mais qu'on puisse jouer avec cette ligne-là.
qu'on puisse aller de l'avant, en arrière, la diffuser, enfin la rendre plus diffuse, que les choses ne soient pas si claires que ça. Par exemple, qu'une fiction soit documentalisée ou alors un documentaire soit fictionné. Voilà, moi c'est en tout cas c'est ce cinéma-là qui me plaît et c'est c'est le cinéma qui essaie de transmettre quelque chose depuis le récepteur à celui qui visionne. Et il y a plein de moyens pour parvenir à faire cela. Et c'est bon, peut-être que je réponds pas exactement à la question, mais en tout cas c'est cette confusion que j'aime bien mener dans ce que je fais. Je peux continuer un peu là-dessus parce que je pense que c'est quand même peut-être le hasard, mais quand même c'est intéressant d'être devant cette récréation du tableau de Picasso, du Guernica, sachant que le film de Miquel Rueda fait partie d'un projet où il y a eu 5 réalisateurs, 5, ¿verdad? 4 réalisateurs basques qui ont eu un projet. C'était l'anniversaire de l'ancien président du gouvernement basque qui s'est battu contre le fascisme pendant la guerre civile, José Antonio Aguirre. Et donc le projet de Miquel Rueda fait partie de ces projets-là. Et lui, il a eu une liberté totale quand il s'agissait de créer, de faire un film là-dessus, mais il a choisi la ville de New York. Pourquoi? Parce que Aguirre, qui a publié d'ailleurs un ouvrage intitulé De Guernica à New York, de Guernica à Nueva York, passando por Berlin, il a fait un parcours hallucinant, c'est-à-dire il a quitté le Pays basque puisque les troupes franquistes venaient d'envahir le territoire basque. Il est parti vers la France, mais finalement il est allé à Berlin, ce qui est un peu fou, mais il arrive à se cacher à Berlin et finalement il va s'exiler aux États-Unis, à New York. Donc Miquel a choisi New York et je pense que puisqu'on parle de Guernica, puisqu'on parle d'Aguirre, bon, tu devrais peut-être nous expliquer un peu le projet en général et la liberté que tu as choisie pour réaliser Quinta Planta. Me encanta entenderte. Es una cosa loca. Que tiene ahí el proyecto. Sí, sí. Bueno, el proyecto efectivamente, como ha contado Josian, nace de un proyecto más grande que pretendía en el aniversario de Aguirre pues hacer 4 documentales sobre estas 4 ciudades en las que fueron tan importantes en el exilio de Aguirre, ¿no? Que fueron Guernica, Berlín, París y Nueva York. Y a mí me tocó Nueva York porque yo había estado en Nueva York viviendo 2 años cuando estuve estudiando cine y pensaron que quizás pues yo podía encontrar algo en Nueva York como interesante de cara al proyecto, ¿no? Perdón, que si no... Donc mon projet fait partie d'un projet encore plus grand qui est donc né de l'envie de fêter donc l'anniversaire de Aguirre. Il y a eu 4 documentaires qui ont été faits donc à partir de 4 villes par où est passé Aguirre dans son exil. Donc à Guernica. Après c'était en France, c'est ça? En Francia? Guernica y luego. Ah, Paris, c'est ce que, voilà, j'avais pas la ville, je savais pas. C'est Guernica, Paris, Berlin et New York. Et comme il a étudié donc à New York justement, il s'est dit que là-bas il pourrait peut-être trouver le thème de son documentaire. Estaba yo diciendo que se me había saltado el cielo. Eso es. Perdón. Cuando lo interesante del proyecto en sí era
la libertad con la que nos lo propusieron, ¿no? Nos dieron libertad absoluta para... No tenía que ser un biopic o un contar exactamente lo que le pasó a Aguirre en Nueva York. Nos dieron libertad absoluta para hacer un documental de creación y es lo que era atractivo del proyecto, ¿no? De repente que te venga una institución como la Televisión Pública Vasca y te dé un dinero para que básicamente hagas lo que quieras, ¿no? Entonces es de agradecer que de repente existan proyectos así atractivos donde tienes libertad absoluta de creación. Entonces yo, partiendo de esta premisa, que era el exilio, parte del exilio de Aguirre, que estuvo en Nueva York, intenté buscar una historia que hablase un poquito de la importancia. O sea, si algo me interesaba de la figura, que me parece que es una figura, la de Aguirre, como que hoy en día incluso es reivindicable, es el hecho de que fue una persona que llevó sus idearios hasta el final, ¿no? hasta el último momento. Entonces, que luchó por una idea por la que tenía, podemos estar de acuerdo o no, pero es una persona que tenía una idea fija y la llevó hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, me interesaba encontrar algo, una historia que casase con eso, ¿no? Y en esa búsqueda de ver cómo unir Nueva York con Aguirre, apareció la historia de Jon. Un personaje, una persona que creía que podía cambiar el mundo y que ese cambio se podía dar desde las cosas pequeñas, ¿no? Entonces, de repente todo empezó a coger forma y la historia empezó a coger recorrido, ¿no? Porque hablaba de Nueva York, porque hablaba de Euskadi, porque hablaba de los cambios, porque hablaba de la importancia de ser consciente de las acciones individuales. Y perdona, porque me estoy alargando. En fait, on avait, ce qui était attirant dans ce projet, c'est qu'on avait une liberté absolue. On n'était pas obligé de faire un biopic sur Aguirre ou de raconter son exil à New York, par exemple, pour moi. Et c'est ce qui m'intéressait. C'était donc une institution, donc la télévision publique basque, qui proposait ce projet, qui donnait de l'argent pour le faire, mais qui donnait une liberté absolue. Alors moi, je suis partie de l'idée aussi que justement Aguirre, c'est quelqu'un qui revendiquait vraiment un idéal et qui l'a revendiqué juste à la fin, jusqu'au dernier moment de sa vie. Et il avait une idée fixe, on pouvait être d'accord ou pas, mais en tout cas, il l'a vraiment poursuivi jusqu'au bout. Et il fallait une histoire qui puisse s'assimiler à cela. Donc à New York, Aguirre là-bas, et finalement j'ai trouvé ce personnage, Jon, personnage ou personne, qui pouvait justement, qui désirait, lui, qui avait aussi une idée fixe, c'est-à-dire c'était de changer le monde. Et il pensait pouvoir le faire à travers des petites actions. Et donc voilà, à ce moment-là, ça a commencé à prendre forme, l'histoire a pu commencer à se raconter, et il y avait New York, il y avait le Pays Basque, et il y avait cet homme-là. Sí, y fue interesante el proceso de búsqueda, ¿no? Porque cuando haces un documental nunca sabes cuál va a ser el punto de inicio y cuál va a ser el punto de final, no sabes hasta dónde te va a llevar y qué es lo que vas a encontrar. Y recuerdo que empezó todo con la canción de La Boa, Gabera Guaterbea, que es una canción que Mikel Laboa había escuchado en los años 80 un poema de Bertolt Brecht, porque a ver qué me explico. Bertolt Brecht en los años 30 escribió un poema que no sería incapaz de traducir en alemán el título, pero que era Gabera Guaterbea. 50 años después, Mikel Laboa escuchó ese poema y pensó, voy a hacer una canción porque me parece que es interesante hacer una canción sobre este tema, que hablaba de una persona en la Quinta con Broadway, se dedicaba a dar hospedaje a la gente sin recursos en las noches crudas de invierno. Entonces hizo Gabera Guaterbea, Mikel Laboa. 10 años después, en el homenaje a Mikel Laboa que hicieron varios cantautores vascos, Fermín Muguruza decidió hacer una
una versión de esa canción que se llamaba, que era Gabriela Coterbia, pero que de los versos de esa canción nació el nombre del grupo que llevó a Fermín a lo más alto, que era Negu Gorriak, que justo hablaba de los inviernos crudos, que es de lo que hablaba Bertolt Brecht. Entonces me interesaba mucho esta correlación de hechos, que parte de alguien le cuenta a Bertolt Brecht en los años 30 una historia sobre alguien que daba cobijo a la gente en Nueva York en las noches crudas de invierno. 50 años después, Mikel Laboa decide hacer una canción. 10 años después, de los versos de esa canción, nace el grupo Negu Gorriak, y cómo una historia que alguien hizo sin ninguna pretensión más que para ayudar, de repente fue como volando a lo largo del tiempo y llevando esa historia en volandas hasta hoy en día, ¿no? Y de repente en todo eso apareció Jon. Y lo que he dicho antes, ¿no? De repente todo encajó porque respondía a la idea primigenia de alguien que hacía las cosas con un objetivo para intentar cambiar las cosas. Donc tout le processus de recherche était vraiment intéressant parce que quand on commence un projet, on ne sait jamais exactement comment il va finir, on sait même des fois pas exactement comment il va débuter. Et en fait, ça a commencé avec une chanson de Mikel Laboa dans les années 80 qui était basée sur un poème de Bertolt Brecht qu'il a écrit dans les années 30. Dans ce poème, on parlait justement d'un homme près de Broadway qui aider les gens qui dormaient dans la rue et qui les accueillait chez lui. Alors, donc, cette chanson, finalement, a été repris, enfin, en tout cas, ce poème donc, a été repris dans cette chanson-là, et 50 ans après, et 10 ans après, il y a un groupe d'auteurs basques qui ont créé un groupe de musique à partir d'un des vers de ce poème, qui s'appelle « Les hivers crus ». Oui, ça on peut le dire, les hivers crus, voilà. De New York. Et c'est ça qui a commencé à me titiller et à m'intéresser. C'est-à-dire que d'un poème, d'une chose qui n'avait apparemment pas d'importance, c'est comment c'est passé d'année en année, enfin en tout cas avec le temps, disons, ça a grandi et ça a continué d'exister. C'est-à-dire que dans les années 30, donc, il y a un poème qui a été écrit, qui finalement a été repris dans une chanson, qui finalement après a été reprise 10 ans encore après par des rockers, hein, parce que c'était un groupe de rock. Et tout d'un coup, finalement, je trouve le personnage de Jon. Et là, ça y est. Tout reprenait place dans mon processus de recherche parce que le puzzle se formait, parce que finalement, on partait de quelqu'un qui avait un objectif de changer le monde et qui finalement se retrouvait des années après dans le personnage de Jon ou la personne de Jon. Le poème et la chanson s'intitule Gauerako Aterpea en basque, ça veut dire refuge de nuit ou abri de nuit, là où on va s'abriter la nuit, hein, pendant l'hiver cru. N'est-ce pas? Il y a un micro qui... Peut-être que j'ai pas bien suivi, mais comment est-ce qu'il a entendu parler de Jon? C'était une figure muy conocido en el País Vasco, no lo sé. Digamos que la figura de Jon aparece en la búsqueda. Jon no es una figura conocida, ni era una persona, ni un personaje que quería darse a conocer, y por eso todas y cada una de las acciones que ha ido llevando a cabo parten de un anonimato. No forma parte de una iconografía, o sea, no es un personaje que
por eso muchas veces cuando la gente ve el documental dice, no, pero no conocemos a este John. Es que John tampoco era una persona que tenía por qué ser conocida. Al final, John puede ser una metáfora de lo que queremos hacer y a veces conseguimos y otras veces no. Es más una figura que puede estar en el aire que alguien etéreo de cuerpo y hueso, de piel y carne, de piel y hueso. En fait, c'est quelqu'un qui apparaît plutôt dans la recherche. C'est pas quelqu'un qui désirait être connu. Ses actions partaient de l'anonymat et John n'avait pas spécialement envie d'être connu. Mais c'est peut-être aussi une métaphore un petit peu de quelqu'un qui aurait désiré faire ce genre de choses ou de quelque chose qui est dans l'air. Et donc c'est peut-être quelqu'un d'éthéré, mais qui n'est pas vraiment quelqu'un de chair et d'os. Vous avez tous vu le documentaire, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour ça que l'on ne voit jamais aucune photographe. Es por eso que nunca se ven fotos de él, ¿no? ¿Qué pensáis de John? Que pensez-vous de John, justement? Hola. Sí, lo que veo muy interesante y muy fuerte a la vez es el final de John, porque es una persona que acaba olvidando o perdiéndose, que acaba con Alzheimer, y eso me parece casi, no sé, como casi una ficción, casi inventado, porque, no sé, casi hubiera podido ser una ficción, ¿no? El documental, con esto, no sé, con este final muy fuerte de la persona que se sacrifica tanto que ya no existe. Bueno, ce qui est intéressant à la fin, c'est cette perdition en quelque sorte de John qui finalement se perd parce qu'il souffre d'Alzheimer. Et je trouve que c'est une fin très intéressante et très forte parce que c'est presque comme s'il avait été inventé et que ça devenait une fiction et non un documentaire. Bueno, José no me deja. John no existe. John es una idea. John es una utopía, es una ilusión, es más un ideal y es lo que pretende ser. La idea desde el principio del documental era encontrar un personaje, por eso lo que ha comentado antes Pablo, un personaje que diese cuerpo a todo de lo que yo quería hablar, que era precisamente de la importancia que tienen los actos individuales y que tenemos que ser autoconscientes, todos y cada uno de nosotros, de que todas las cosas que hacemos en la vida tienen importancia. Esta charla que estoy teniendo yo ante vosotros es política, pura y dura. Todas las cosas que hacemos en la vida son política. Para bien o para mal, la gente dice, no, a mí no me interesa la política, pues es que la política lo mueve todo. Entonces, todo lo que hago en la vida tiene una repercusión que puede que yo no controle y que puede que dentro de 20 años alguien que me ha escuchado haga algo porque algún día escuchó a alguien o yo escuché a alguien y me lleva a hacer otra cosa. Entonces, yo quería hablar de esto y necesitaba encontrar un personaje que me ayudase a hablar de esto y unas herramientas que me facilitasen el camino. Entonces, el documental lo bueno que tiene es que te da unas herramientas de veracidad tan grandes que ayudan a que un mensaje llegue de una manera mucho más potente. Entonces, lo que ocurre con la historia, y ahora debatimos sobre ella si queréis largo y tendido, es lo interesante del formato es eso, es el dotar de realidad algo que no lo es, pero que en realidad sí lo es, porque al final de lo que hablamos es de una idea, de un ideal, que está ahí y que ha podido llegar a ti o le ha podido llegar a otra persona, habrá gente a la que no le habrá llegado, pero que se trata de eso, ¿no? De transmitir un ideal con diferentes herramientas. Madre. Alors comme vous avez pu, j'imagine, le comprendre, John n'existe pas. En fait, c'est une idée, c'est une utopie, une illusion, un idéal.
Et donc une manière d'être finalement. En fait, l'idée du documentaire, c'était de rencontrer, de trouver un personnage qui puisse, comment dire, représenter corporellement, voilà, cette idée que je voulais moi défendre, c'est-à-dire le fait que les petites actions individuelles peuvent provoquer des choses dans le lointain ou même dans le proche temps, des choses qu'on ne peut pas toutes, comment dire, calculer, on ne peut pas savoir exactement ce que ça va donner, mais elles ont toutes des conséquences et que toutes ces petites choses que nous faisons dans la vie sont politiques. Alors il y a des gens qui, le politique, ça ne les intéresse pas, mais finalement tout ce que on fait, c'est politique. Et ça, il faut en prendre conscience. Et donc cette répercussion qu'on peut avoir, qui peut y avoir dans 20 ans, cette discussion qu'on a, peut-être provoquer dans quelques années une réaction en l'un de vous ou en moi. Et c'est ça qui m'intéressait de développer justement. Et pour trouver donc ce personnage, eh bien, il y a des instruments, des moyens de le faire. Et le documentaire est vraiment doté justement d'une véracité, parce que quand on parle de documentaire, automatiquement, on croit à ce qu'on nous raconte. Et c'est ce qui pouvait donner justement, faciliter la puissance du message. Donc faciliter cette transmission du message. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le documentaire, pour raconter cette idée, en fait, qui n'est pas réelle, mais qui en fait vient de la réalité, c'est-à-dire l'idéal que je voudrais transmettre. Bon. Eh ben, et là maintenant vous êtes au courant. Mais je pense que le film pose de véritables questions, surtout par rapport au langage cinématographique. Le film nous a posé beaucoup de questions au sein de l'équipe même. On se disait, voilà, c'est une section de cinéma documentaire. Est-ce que Michael nous raconte là, il s'agit d'un personnage qui n'a pas existé, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, et là, le débat commence, mais il se sert, comme il vient de le dire, des outils du cinéma documentaire. Et c'était ça qui nous intéressait, n'est-ce pas? Et ça, il le fait tellement bien que même, je pense que peut-être on y croit, voilà. Hein? Donc, voilà. Et ne serait-ce que pour ça, déjà, hein, les films posent des questions qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Et ce qui est beau, c'est que, voilà, je pense que le film, c'est, même en sachant que la personne, que John n'existait pas, John arrive à nous émouvoir. N'est-ce pas? Donc, bon, félicitations pour ça, déjà. La idea básicamente era esa, ¿no? Encontrar el medio para poder transmitir la idea de la mejor manera posible. Yo vengo de la ficción completa absolutamente, quiero decir, yo he hecho cortometrajes de ficción, largometrajes de ficción, largometraje histórico, largometraje que hablaba de un amor homosexual entre dos chicos, y de repente me encuentro ante un encargo, bueno, un ofrecimiento de la televisión pública vasca, de TV, para hacer un documental sobre Nueva York, con la figura de Aguirre merodeando por ahí. Y claro, yo decía, yo voy a hacer un documental, yo que no controlo el medio para nada, hasta ahora nunca había trabajado en el documental, entonces me da muchísimo respeto. Entonces dije, bueno, voy a ver cómo puedo contar lo que yo quiero, porque me interesaba mucho, muy mucho, y en esto soy muy, muy pesado, me interesaba muy mucho el poder transmitir la idea de la importancia de las acciones individuales, y que me parecía que además reflejaba muy bien la figura de Aguirre en el sentido de alguien que piensa algo y lo lleva hasta el final. Entonces me interesaba mucho esa idea, y dije, bueno, ¿y por qué no utilizar las herramientas del documental para poder transmitir una idea que a mí me persigue durante tanto tiempo, ¿no? Entonces me pareció que eran unas herramientas válidas, muy útiles, y tiré para adelante, sabiendo que, bueno, podía generar reacciones raras, porque hay gente que lo ve y dice, me siento defraudado porque me has contado una historia que supuestamente era real y no lo es. Pero al final
lo importante es lo que llega, ¿no? Lo que tú sientes. Y si viendo a John te ha movido por dentro, eso es lo que importa. Que John exista o no exista, pues es que John yo creo que está en todos y a la vez no está. Es lo bonito, creo que tiene la película, que la idea está, se queda y eso es lo importante. Las personas, ¿no? Las personas van, vienen, nacimos, vivimos y morimos, y otros se van y vuelven, pero lo que permanece son los hechos, las acciones y las ideas que hemos tenido, ¿no? Entonces, eso es lo importante, creo, y por eso me interesaba tanto hacerlo de esta manera. En fait, c'était vraiment l'idée de trouver le moyen de pouvoir raconter ça de la meilleure façon. Moi, je viens de la fiction, avec des courts-métrages, avec un long. Et quand on m'a fait cette commande donc, de la part de la télévision publique basque, un documentaire à New York avec l'idée de Aguirre, évidemment, moi, le documentaire, c'était pas du tout mon truc. Et j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de ce média-là. Et c'est pour ça que du coup, je me suis dit que l'idée que moi, je voulais vraiment défendre, c'était celle de l'importance des petits actes individuels, comme Aguirre, qui a justement mené à bout son idée depuis le début. Et je me suis dit, pourquoi pas le documentaire ? Je pense que c'est un instrument, un moyen, un média utile pour faire passer ce genre d'idées. Et alors certes, ça a généré quelques réactions peut-être un peu étranges, parce que des gens se sont sentis trahis finalement par le fait que ce soit un personnage inventé, mais ces gens-là ont été émus quand même par l'histoire, par le personnage. Et c'est ça qui compte finalement. Et John est parmi nous tous. Il est nous tous. Donc finalement, qu'est-ce qui reste ? C'est les idées, les personnes. Nous naissons, nous allons, nous revenons, nous mourrons. Mais ce qui reste, ce sont nos idées et les actes que nous avons faits pour les faire, pour les créer, pour les réaliser. Alors bonjour, moi je suis venue voir ce film, je ne savais pas ce que c'était, complètement par hasard. Donc j'ai été un peu troublée, effectivement, et à un moment je me suis dit, ça va parler de religion à un moment donné, ça va parler de système bancaire à un moment donné, puisque nous parle des financements participatifs, enfin je ne savais pas où ça allait nous mener. Et je me demande pourquoi ça n'a pas été appelé fiction-reportage plutôt, enfin fiction-documentaire plutôt que documentaire tout seul. Non, parce que ça apporte un trouble, parce qu'on peut très bien, là, ça part d'un très beau personnage, effectivement, qui peut parler à chacun d'entre nous d'une manière différente, mais on pourrait faire passer comme ça des personnages moins beaux. Et on pourrait dire, finalement, ça existait, puisque ça a été un reportage à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire ? La question c'est pourquoi on n'a pas appelé reportage fiction. Parce que là, le fait que ce soit appelé simplement reportage, vous dites télévision basque, donc on a une espèce de certificat d'authenticité. On imagine ça, alors que c'est une fiction, en fait. C'est une fiction. Oui. Voilà. C'est-à-dire, je pense que... Enfin, je ne devrais pas répondre, mais c'est un peu ce qu'on a dit. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que Mickaël vient de dire par rapport aux frontières. Est-ce que quand on parle de documentaire, où est l'authenticité exactement ? C'est la question qu'on doit... Et je pense que ça nous mène... vers ce genre de réflexion, n'est-ce pas ? Et quand on voit un reportage à la télé, vous pensez que
C'est toujours, ça toujours le tampon d'authenticité de toujours. No, las fronteras, no sé si me he enterado muy bien de la pregunta que hacía, pero las fronteras que dividen la ficción de la realidad son muy difusas. Cuando haces ficción, cuando haces una película de ficción, ¿qué es realmente ficción de lo que estás viendo en la película? No está siempre claro. Yo mi anterior largometraje, A Escondidas, que estuvo aquí en Nantes, era una película que hablaba de un amor homosexual entre dos chavales de 15 años. Efectivamente, los chavales, bueno, no lo sé, ellos no se reconocían en ese momento como homosexuales, no lo tengo ni idea, yo sigo hablando con ellos, pero no es lo importante. Pero lo que ocurría, lo que ellos sentían, lo que ellos transmitían en pantalla, era real, porque ellos no eran actores. Era la primera vez que se enfrentaban a un medio visual, audiovisual, y lo que transmitían delante de la cámara era real, no era ficción. Ellos, cuando el mejor amigo de Rafa lloraba porque había traicionado a su amigo, es que lloraba de verdad, porque en ese momento él comprendió la historia y se acordó de un amigo al que él traicionó, se sintió mal y de repente lo pillamos en pantalla, en cámara. Es que la frontera que divide la ficción de la realidad es muy difusa. Cuando ves, como decía José, cuando ves un reportaje en televisión, pues ojito con creerse lo que viene en la televisión siempre, porque es que hay un realizador que decide que la realidad que te voy a enseñar es esta, pero es que aquí detrás puede estar ocurriendo otra guerra diferente. Es que la objetividad como tal no existe y la realidad y la ficción son líneas muy difusas. Perdón. Non, t'es préoccupé. Les frontières il faut bien comprendre ça, entre la fiction et la réalité sont vraiment diffuses en fait. Dans un film de fiction, qu'est-ce qui est fiction vraiment? Dans mon film que j'ai fait à Escondidas, justement, sur un amour homosexuel entre deux jeunes de 15 ans, les jeunes, bon, moi je ne sais pas exactement s'ils l'étaient ou pas, on n'en a pas parlé de ça, mais en tout cas, ce qui se passait devant la caméra et ce qui se transmettait était réalité, parce que ce n'étaient pas des acteurs. C'était des jeunes qui étaient venus donc interpréter ces rôles-là, mais c'était pas des acteurs. Et quand il y en a un qui pleure parce que dans l'histoire son ami a été trahi par un autre, ben, il pleure pour de vrai. Pourquoi? Parce que ça lui a rappelé une histoire qui lui est arrivée aussi. Et donc quand vous voyez un reportage aussi à la télévision, il faut pas croire que tout ce qui est montré exactement là est vrai, parce qu'un réalisateur même de documentaire, il va choisir, lui, ce qu'il veut montrer. Mais derrière, peut-être qu'il y a une guerre qu'il ne montre pas. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience de cela, que les frontières entre la fiction et la réalité est vraiment très diffuse. Moi, j'ajouterais, on joue un peu avec les mots. Vous savez, le film Escondidas, littéralement, on pourrait traduire en cachette, non? Le film en France a été traduit par les distributeurs Fronteras. Comme par hasard, hein, puisqu'on parle de frontières. D'autres questions? Vous êtes toujours sous les chocs de la... Non, mais pardonnez-moi, mais j'insiste parce que, enfin, on avait, vous pouvez imaginer, on parlait d'un documentaire, etc. Et Mickaël, il aime bien, et c'est très juste, je pense, jouer avec... voilà, l'existence ou pas, le documentaire ou fiction, etc. Et il a réussi, je pense, très bien. Je ne sais pas si c'est peut-être la première fois ici à Nantes que tu révèles un peu, tu nous dis vraiment que... voilà. Parce que quand il a présenté les films au Festival de Saint-Sébastien, il y avait pas mal de journalistes, de spectateurs, etc., qui ne savaient pas, en fait... Et voilà, est-ce que je peux chercher John sur Google, etc. Parce que, voilà, bon. Donc à Nantes, la révélation. Voilà. C'est un film surréaliste, en fait. Surréaliste? Réaliste? Surréaliste, un peu comme un Nantes, c'est ça que je veux dire. Je suis un peu rapprochement. Une question, puisque à la fin, la SDF, qui d'ailleurs est extrêmement éduquée, en bon état, hein, après avoir passé beaucoup de temps dans la rue,
Eh bien, donc il reste de cette idée de John, là, c'est simplement que les SDF peuvent être accueillis dans les 5e étages. C'est une fiction, une réalité. On peut se poser la question, est-ce que c'est juste une idée ou, voilà. Vale, te contesto. Las quintas plantas existen. Esto es un hecho, esto existe. O sea, el documental, donc, le 5e étage existe, parce que bon, voilà que tout le monde comprenne vale, quand même en même temps. El documental tiene partes de realidad que están basadas en hechos reales y luego partes que están basadas en ficción que yo he escrito, ¿vale? Las quintas plantas de los hoteles existen. En los años 80, tal y como se explica en el documental, hubo 5 o 6 magnates hoteleros que decidieron que efectivamente las quintas plantas de sus hoteles, el Ritz, el Palace, o sea, hoteles grandes, iban a ser destinadas a gente sin recursos. Yo conozco a uno de los directores de ese hotel y yo en principio quería hacer el documental sobre esto, porque me pareció muy potente. Pero no dejan entrar a nadie, o sea, está cerrado a cal y canto y no se puede entrar. Pero me pareció tan interesante la historia, y unido a la canción de Gabera Coaterbea, que he hablado antes, de Bertolt Brecht, de Miquel Laboa y de Fermín Muguruza, que hablaba de una historia que le hablaron a Bertolt Brecht sobre una persona que se dedicaba a cobijar a gente sin recursos en las noches crudas de invierno, dije, joder, es que todo encaja. Es que de repente tengo una historia que ha ido pasando de generación en generación, tengo las quintas plantas, que habla precisamente de esto. Solo me faltaba John. Donc, comme je disais, donc, le 5e étage des hôtels, ça existe. En effet, le documentaire donc, a des parties qui sont basées sur des faits réels et d'autres que j'ai écrits et que j'ai donc inventés. Et dans les années 80, justement, ce sont 6 ou 8 grands présidents donc, d'hôtels, gérants d'hôtels, qui ont décidé d'accueillir au 5e étage de leur hôtel des gens de la rue. Et moi, j'en connais un d'ailleurs, hein. Mais c'est ça qui a été le début justement de l'idée de faire ce documentaire, parce que je trouvais formidable cette idée et cette chose-là, cet acte-là. Mais c'était impossible de filmer ça vraiment et d'en faire la base, parce qu'on n'avait absolument pas possibilité d'entrer et de filmer cela. Donc, du coup, quand j'ai trouvé ce poème, donc cette chanson basée sur le poème de Bertolt Brecht, avec cette idée qui racontait un homme qui, à Broadway, donc, accueillait des SDF dans les hivers crus. Du coup, je me suis dit, ça y est, j'ai le départ vraiment de mon documentaire. Et en plus, c'était une histoire qui donc, de génération en génération a été passée. Et il me manquait plus que la figure de John. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Sí, y básicamente era eso. Yo quería contar una historia que hablase de la importancia de los actos individuales, y me encuentro con una canción que habla de alguien que le ha contado, bueno, la historia esta que he contado ya de Bertolt Brecht. Me encuentro con las quintas plantas y digo, joder, pues es que, ¿y si genero una historia sobre un personaje que quizás, a lo mejor, sirvió de inspiración para que 30 años después unos magnates hoteleros decidieran hacer una acción rarísima hoy en día, como es destinar la quinta planta a sus hoteles para gente sin recursos? Y si este John, además, sirviese y hubiese hecho otras acciones, y no solo, además de haber hecho el Remington, el hotel este Naif que creó y que se quemó, hubiese venido a Euskadi y hubiese generado la primera cooperativa en Euskadi, que era Orbea, una fábrica de armamentística en su momento, y luego de bicicletas, que se convirtió en una multinacional. Y sí, bueno, pues todos esos ISIS me llevaban a un lugar que era, vamos a construir un personaje que igual, quizás, a lo mejor, sirvió de inspiración para que otros siguiesen su legado, ¿no? Continuasen con lo que él ideaba, que al final es lo que yo quería idear, ¿no? Una posibilidad al cambio, a poder cambiar las cosas, a poder cambiar el mundo partiendo de lo pequeño.
Donc, avec cette idée toujours que j'avais de l'importance des actes individuels, donc, donc quand j'ai trouvé cette chanson, à partir des vers de Bertolt Brecht, cette idée aussi des 5e étages des hôtels, je me suis dit, et si à ce moment-là, je crée un personnage qui aurait provoqué ce genre de choses, c'est-à-dire qui 30 ans après aurait provoqué l'ouverture de ces 5e étages dans les hôtels. En allant encore plus loin, il aurait pu également provoquer, par exemple, à part donc l'hôtel Remington qui a brûlé, aussi en Euskadi quand il revient, au Pays Basque, une coopérative. Il aurait été à la base de la création d'une coopérative, d'une petite entreprise qui ensuite serait devenue une multinationale. Donc voilà, c'était une manière de construire un personnage qui serait l'inspiration pour d'autres personnages, pour d'autres personnes, de continuer ce qu'il avait pu laisser en héritage, c'est-à-dire cette idée de faire le bien par des petites choses. Et cette idée de la possibilité d'un changement dans le monde. Voilà. Et c'est comme ça que finalement s'est créé ce personnage. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions. Mickaël, il m'est demandé, est-ce que tu penses qu'ils sont déçus et moi, je ne le pense pas. Hein. Voilà, au contraire, peut-être, n'est-ce pas? Bon, est-ce qu'il y aurait une dernière question, peut-être, là? Oui. Hier, j'ai vu le film sur l'histoire de Podemos. Et je me disais, il y a deux manières et c'est intéressant aussi parce qu'on veut changer le monde, mais on veut en même temps l'améliorer, quoi, c'est évident. Et ça me faisait penser, d'une part, à l'option politique de changer par les institutions, mais on voit que c'est difficile. Et il y a l'autre option, qui est l'option du colibri, en quelque sorte. Le colibri, c'est un petit peu ça. C'est petit à petit, on change le monde à partir d'actes individuels qui se multiplient et qui donnent naissance à des mouvements. Voilà. Il y a un petit peu ça, car l'histoire de Podemos, c'est aussi un peu ça. C'est des gens individuellement qui, eux, ont voulu investir le champ politique, mais à partir d'une dynamique individuelle, quoi. Et vous voyez, ça se rejoint. Merci. Sí, yo creo que es que soy fiel defensor de que los cambios surgen poco a poco, no poco a poco, surgen de lo pequeño. Nosotros podemos tener ideas muy, muy grandes, pero la realidad influye desde lo pequeño. Si yo soy capaz de intentar transformar, si yo quiero cambiar algo, tengo que transformar lo pequeño, tengo que transformar al de al lado, al que está a otro lado, y ese cambio poco a poco irá creciendo, y solo así se pueden cambiar las cosas. Intentar cambiar de golpe el mundo es una utopía imposible casi de hacer, pero desde lo pequeño y desde la conciencia, desde ser consciente de que si yo pongo mi empeño en cambiar mi barrio, mi entorno, poco a poco ese cambio puede ir haciéndose más grande. Y creo que es así como tiene que hacerse el cambio. Oui, moi je suis un fidèle défenseur de l'idée que les changements arrivent par les petites choses, par les petits actes. Et l'idée les grandes idées, je pense que c'est de l'utopie finalement. On ne peut pas changer le monde d'un coup comme cela. La seule manière, je pense, d'y arriver, c'est en essayant d'influer sur les personnes autour de nous, notre voisin, celui de l'autre côté, de changer un petit peu, d'avoir conscience de ce qu'on veut faire et de le faire à petite échelle. Et finalement, quand on arrive à changer, en tout cas à faire prendre conscience aux gens qu'il faut changer cette manière peut-être de vivre ou de regarder le monde, à ce moment-là, on change le quartier autour de soi et puis petit à petit, ça grandit. Y creo que el cine tiene ese poder. Y porque tiene ese poder, los que hacemos cine tenemos
que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. El cine que se hace, y sobre todo el cine público, y llamo el cine público a aquel que recibe ayudas públicas, que no solo se financia con cine privado, bueno, podríamos hablar mucho, largo y tendido, pero vamos, el cine público tiene que servir para algo más, no solo para entretener, no solo para que la gente pase el rato y se olvide sus problemas, tiene que servir para algo más, tiene que ir un paso más allá. Y los cineastas que hacemos cine tenemos que ser conscientes de ello y intentar, no siempre lo conseguiremos, pero intentar ser conscientes de que hacemos algo para algo, que intentamos contar cosas para cambiar las cosas. Y creo que es importante esto. Et je pense que le cinéma a ce pouvoir, justement, de changer les choses à petite échelle et petit à petit, exactement. Et ceux qui... Nous autres qui faisons du cinéma, je pense que nous devons avoir conscience de cette responsabilité que nous avons, surtout pour le cinéma public, le cinéma donc qui existe grâce aux subventions de l'État. Il faut qu'on ait conscience que ce que l'on fait doit servir à quelque chose, et pas seulement à entretenir, à divertir, à faire oublier nos problèmes, mais aller au-delà de cela. Et il faut être conscient de cela et justement essayer de faire quelque chose dans ce sens-là, toujours. Parce que je pense que c'est comme ça que le changement peut arriver. Bon. Et moi je pense que je vais peut-être finir en faisant un jeu de mots. Je ne sais pas si vous le savez, mais Miquel Rueda, son nom de famille Rueda vient de rodar, de tourner. Miquel tourne. Donc je dirais, il était un peu destiné, n'est-ce pas, hein? Et donc, je pense que vous serez d'accord avec moi, je lui dirais Miquel Rueda más películas, Miquel tourne plus d'autres films et surtout vient à Nantes nous le montrer. Y bien a Nantes a contarnos. Merci, Miquel Rueda.